Mardi 27 janvier 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. Dans les titres de l'actualité, le 7e art africain perd une actrice de talent. Halima Gadji est décédée à l'âge de 36 ans. Elle avait conquis le public grâce à son rôle marquant de Mariam Dial dans la série à succès Maîtresse d'un homme marié. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est en visite au Maroc, soit une semaine après les incidents de la finale de la CAN 2025. Sur fond de tensions entre supporters des deux pays, le Sénégal et le Maroc organisent le 15e commission mixte. Et puis au Kenya, le pasteur autoproclamé d'une secte mortifère dont environ 450 fidèles péris en 2023 est poursuivi pour 52 morts supplémentaires l'an passé sur la côte kenyane, nouveau volet d'une affaire ayant ébranlé le pays. Avant de développer ces titres, intéressons-nous au processus électoral en attendant les résultats des élections communales du double scrutin du 11 janvier dernier. À quel moment un acteur politique ou un citoyen peut-il saisir l'instance chargée du processus électoral au Bénin? Quelles sont les différentes étapes de contestation? Gilles Badet, expert en gouvernance démocratique, nous apporte son éclairage. Les règles de la compétition électorale qui ont été fixées ne semblent pas avoir été respectées par tel ou tel acteur. Les autres, puisqu'il s'agit d'une compétition, sont libres de soulever cette irrégularité devant le juge électoral. Donc, les contestations peuvent porter sur tout. Les contestations peuvent porter sur la manière dont on a fait les affiches, la manière dont les documents, le matériel électoral a été déployé, la manière dont le bureau de vote est composé, parce qu'il y a un nombre donné de bureaux de vote qu'on doit composer, la manière dont le matériel est disposé pour respecter le secret du vote, la manière dont les membres du bureau de vote acceptent, les représentants des candidats dans les bureaux de vote, acceptent leurs observations à mettre dans les enveloppes, la manière dont on fait le dépouillement, dont on compte les voix, la manière dont on dit que tel bulletin est nul ou pas, la manière dont on fait les calculs pour dire que voici les résultats, l'obligation que l'on a d'afficher ces résultats devant chaque bureau de vote, les conditions dans lesquelles le matériel et l'ensemble du dispositif électoral est amené au niveau de l'arrondissement, la manière dont le coordonnateur d'arrondissement fait la compilation, fait les votes, donne les récépissés ou les duplicata à chaque représentant de candidat, les affiches, la manière dont tout ce stock de documents ou de matériel électoral est conduit jusqu'à la Commission électorale nationale autonome, la manière dont la Commission électorale fait ses calculs généraux et tout ça. Voilà, toutes les étapes du scrutin peuvent faire l'objet de contestation parce que si vous prenez le code électoral, il est dit en détail ce qu'il faut faire. Dès que quelqu'un ne fait pas quelque chose comme il est dit, on peut supposer que la personne a envie de frauder. C'est une présomption. Il faut aller faire vérifier cette présomption au niveau du juge. Le juge peut dire non, c'est une fausse alerte. Le juge peut dire oui, il y a irrégularité, mais elle n'est pas grave pour qu'on annule le scrutin. Ou le juge peut dire ah oui, vous avez bien fait de nous saisir parce que nous avons constaté un nombre important d'irrégularités qui justifient l'annulation. Page noire à présent, l'actrice sénégalaise Halima Gadji, révélée au grand public par son interprétation remarquable de Mariam Dial dans la série Maîtresse d'un homme marié, est décédée ce lundi à l'âge de 36 ans. Selon ses proches, la comédienne aurait succombé à un malaise soudain alors qu'elle ne souffrait d'aucune maladie connue. Cette disparition brutale plonge le monde artistique sénégalais et africain dans une profonde consternation. Retour sur le parcours de cette étoile filante. Le monde culturel sénégalais est en deuil. L'actrice Halima Gadji est décédée ce lundi 26 janvier 2026. Née le 25 août 1989 à Dakar, entre les quartiers de la Médina et de Sacré-Cœur, Halima Gadji portait en elle un héritage métissé, fruit d'un père sénégalais et d'une mère d'origine maroco-algérienne.
Son chemin vers les projecteurs n'avait pourtant rien d'évident. Confrontée dès l'enfance à un bégaiement qui lui valait d'être rejetée lors des castings qu'elle passait depuis l'âge de 15 ans, elle a dû puiser dans une détermination exceptionnelle pour s'imposer. Après avoir quitté le système scolaire en classe de 5e, la jeune femme s'est tournée vers le mannequinat dès 2013, posant pour diverses marques et apparaissant dans des publicités télévisées. 2 années plus tard, elle effectuait ses premiers pas devant la caméra. Sa participation à Sako et Mangane, série policière diffusée sur Netflix et Canal+ Afrique, lui a permis d'élargir son audience bien au-delà des frontières sénégalaises avant que le rôle de Marème Thial ne la propulse définitivement au rang d'icône panafricaine. Ce succès lui a valu le prix de la meilleure interprétation féminine au Sotigui Awards en 2020. Consécration qui témoignait de la reconnaissance de ses pairs. En avril 2023, elle avait été choisie comme marraine du 39e Festival international de cinéma Vue d'Afrique à Montréal. Au-delà du petit écran, la comédienne s'était également investie dans des projets engagés, notamment le documentaire Don't Call Me Fire, réalisé par Walid Khelfi en 2021, dans lequel elle abordait avec une sincérité désarmante les questions de mental, de dépression et d'identité culturelle. Cette disparition laisse un vide considérable dans le paysage audiovisuel continental. Halima Gadji incarnait une nouvelle génération d'actrices africaines capable de porter des rôles complexes et de susciter le débat sociétal. Issue d'une famille religieuse qui voyait d'un œil méfiant le monde du spectacle, elle avait su gagner la confiance des siens en démontrant que sa passion constituait un véritable métier. Son frère Kadé Gadji, également acteur, perpétue cet héritage familial dans le domaine artistique. Les circonstances exactes de son décès demeurent pour l'heure entouré d'une certaine discrétion. Ses proches évoquent un malaise survenu de manière inattendue sans que des précisions supplémentaires n'aient été communiquées. Cette fin prématurée rappelle la fragilité de l'existence, d'autant plus poignante pour une artiste qui avait publiquement évoqué ses combats contre la dépression et ses difficultés à se détacher de son personnage emblématique. Le Sénégal et l'Afrique tout entière perdent ainsi une voix singulière, une comédienne qui avait su transformer chaque rôle en miroir tendu vers la société, forçant le public à regarder ce qu'il préférait parfois ignorer. Et dans le reste de l'actualité, les événements survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc ne doivent pas être vus comme des fractures. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a donné cette assurance ce lundi à Rabat, s'exprimant à l'ouverture de la 15e session de la Grande Commission mixte sénégalo-marocaine. Il a appelé à une lecture apaisée de ces incidents, suivant un extrait de ses propos. Cette visite donc intervient dans un contexte chargé d'émotions sportives, de débordements regrettés et d'images parfois douloureuses pour deux peuples profondément liés, mais précisément sa portée historique réside dans la forte capacité des deux États frères, de ne pas laisser l'émotion surplomber et décider du sens. Sous ce rapport, ce déplacement ne vise pas à calmer, il vise à affirmer, à réaffirmer que le sport n'a pas divisé deux peuples. Il a éprouvé leur lien. Il n'a pas opposé le Sénégal et le Maroc. Il a mis à l'épreuve l'intensité de deux passions nationales dans un espace commun. Les dérapages observés ici ou là ne doivent être ni niés, ni dramatisés. Ils doivent être requalifiés comme des excès émotionnels produits par la ferveur et non comme des fractures politiques ou culturelles. Car le sport, si passionnant et si passionné soit-il, est trop fluide à résumer les relations entre les deux nations, comme vous l'avez rappelé tantôt, Monsieur le Premier ministre, et entre les deux États. Relations faites de l'ancienneté des liens humains, spirituels, économiques et culturels, que vous avez rappelé tantôt.
de la circulation historique des personnes, des savoirs, des confréries, des étudiants, des entrepreneurs, de la confiance politique bâtie dans la durée, au-delà des alternances et des conjonctures. Un lien entre État et peuple qui survit aux événements parce qu'il est enraciné dans l'histoire partagée. Ce voyage donc, Excellence Monsieur le Premier ministre, sous le sceau de la 15e session de la commission mixte, n'est pas un voyage d'apaisement. Est-ce d'ailleurs réellement nécessaire si l'amitié sénégalo-marocaine est ce qu'il se dit? C'est un voyage de confirmation, de dépassement et de refondation du lien à la hauteur de deux nations qui se respectent, se reconnaissent et se projettent ensemble. Plus que de clore un incident, nos travaux doivent sceller un avenir commun et réaffirmer que l'amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions, que deux peuples frères peuvent traverser l'intensité sans se diviser, que leur avenir commun est appelé à être plus dense, plus structuré et plus ambitieux. Au Nigeria, l'état-major militaire a confirmé que plusieurs officiers feront l'objet de poursuites pour leur présumée implication dans un complot visant à renverser le président Bola Tinubu, une annonce qui intervient après des semaines de rumeurs et de démentis officiels. Le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, possède une histoire marquée par des interventions militaires récurrentes tout au long du XXe siècle, avant la transition vers un régime civil en 1999. Le reportage. Au Nigeria, plusieurs officiers de l'armée seront jugés pour avoir prétendument planifié le renversement du président Bola Tinubu l'année dernière. L'information vient de l'état-major du pays qui s'est exprimé lundi, reconnaissant ainsi l'existence d'un complot que le gouvernement avait initialement nié. En octobre, l'armée avait déclaré que 16 officiers avaient été arrêtés pour des problèmes de discipline. Malgré les démentis officiels, des sources au sein du gouvernement et des forces de défense évoquaient plutôt des raisons de tentative de coup d'État. Un putsch qui, selon les experts, aurait mis fin à un quart de siècle de démocratie dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Les informations concernant le complot présumé ont été éclipsées par les démentis catégoriques du gouvernement et par la crise diplomatique qui a secoué le pays lorsque le président américain Donald Trump a critiqué le Nigeria de ne pas en faire assez pour protéger les chrétiens contre les violences. Nouveau rebondissement dans l'affaire de secte de Chakaola. Paul Mackenzie va être poursuivi pour 52 morts supplémentaires. Le pasteur autoproclamé est en détention provisoire depuis 2023 dans le cadre de l'enquête sur la mort d'environ 450 adeptes de sa secte qu'il incitait à jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus dans la forêt de Chakaola dans l'est du Kenya. Les détectives pointent du doigt une continuation de Chakaola, même si le gourou était en détention. Suivant. Au Kenya, l'affaire de la secte du jeûne mortel connaît un nouveau rebondissement. Le prédicateur autoproclamé Paul Ntenge Mackenzie sera inculpé pour 52 décès supplémentaires, ont annoncé les procureurs. Déjà poursuivi pour la mort de plus de 400 personnes, Mackenzie est au cœur du drame de la forêt de Chakaola. Découvert en 2023 près de la station balnéaire de Malindi. Des centaines de fidèles y avaient péri après avoir été incités à jeûner jusqu'à la mort pour, selon les accusations, rencontrer Jésus. Alors que le pasteur est toujours détenu et jugé à Mombasa, les enquêteurs ont mis au jour de nouveaux corps dans le village isolé de Binzaro, à une trentaine de kilomètres du premier site. Une découverte qui laisse penser que la secte a continué d'opérer malgré son arrestation. Le tribunal a autorisé de nouvelles poursuites pour meurtre et radicalisation contre Mackenzie et ses proches. Selon le parquet, le prédicateur aurait utilisé des enseignements religieux extrêmes pour attirer ses victimes. Des notes retrouvées en prison évoqueraient aussi des transactions financières suspectes. Donald Trump s'en prend désormais à la députée démocrate du Minnesota, Ilhan Omar, l'accusant ce lundi de fraude aux prestations gouvernementales. Selon lui, sa fortune aurait connu une hausse importante l'année dernière, atteignant 44 millions de dollars. Le reportage.
Entre Donald Trump et Ilhan Omar, les couteaux restent tirés. Le locataire de la Maison-Blanche s'intéresse désormais à la fortune de la députée démocrate du Minnesota, l'accusant lundi de fraude aux prestations gouvernementales. Alors que selon un rapport, ses actifs financiers ont significativement augmenté l'année dernière, atteignant 44 millions de dollars selon Trump. L'élu démocrate fait désormais l'objet d'une enquête de la justice américaine, affirme le président américain, ce qu'elle conteste, justifiant la hausse de sa fortune par les investissements réalisés par son époux. Donald Trump avait déjà déclaré que Ilhan Omar devrait être expulsé vers la Somalie, son pays d'origine, ou placé en détention. La tension est montée d'un cran entre les deux acteurs dans un contexte dominé par une politique migratoire répressive dans l'État du Minnesota. Ilhan Omar est citoyenne américaine depuis 2000. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.